Merci d'être là. On va vous parler aujourd'hui de pays. Pour ceux qui nous connaissent, chez Call of Success, on a une marketplace et on va accompagner nos clients à externaliser chez tous les partenaires qui peuvent exister, mais en tout cas les bons surtout, enfin ceux qui correspondent à leurs besoins. Et on parle de beaucoup de choses et cette année, on a décidé de s'attacher au pays. C'est où on veut, où on va externaliser. Alors, on n'a pas pu faire tous les pays, évidemment. Il y avait marqué 7, je crois, sur l'annonce. On va en regarder que 6. Déjà, quelle déception. Je vous prie de m'excuser. Très rapidement, alors voilà, j'ai des flemmards, vous voyez. Je vous présente très rapidement, j'ai Ahmed Belhassen, qui est le président de Marketing Call Center, qui est principalement au Maroc. On a Grégoire Delabarre, qui est le directeur général d'EuroCRM. Ils sont présents à Maurice, Madagascar et en France. Et il est en partenariat avec la Tunisie pas mal. Et on a David Marino, qui est le DRC d'Oscaro, qui est un ancien de la relation client, qui va pouvoir nous parler, lui, en tant que client, des endroits où il a externalisé et ce qui lui a plu, moins plu, etc. Moi, j'aime bien quand les questions viennent au fur et à mesure. C'est ma vision des choses. Donc, n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions qui arrivent. Et puis sinon, vous pouvez les garder pour la fin, on gardera un petit peu de temps. Mais n'hésitez pas à lever la main. Juste en préambule, je vous rappelle un petit peu la façon dont on fonctionne pour aller accompagner nos clients sur l'externalisation. Donc, la question, c'est pourquoi on veut externaliser, évidemment. Qu'est-ce que je veux externaliser ? Où je veux externaliser ? On va s'attacher à ça aujourd'hui. Après, on a évidemment la partie coût, quel partenaire, et le contrôle et maintien de la qualité. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui s'intéressent au coût et au prix en fonction des pays. On va en parler très rapidement. L'idée aujourd'hui, ce n'était pas tellement de s'attacher sur le prix, mais s'attacher sur les compétences et les spécialités de certains pays. C'est là-dessus que j'aimerais qu'on creuse, mais on peut répondre aussi aux questions de prix. On a les gens qui price ici, donc ils pourront vous répondre. Vous avez des micros, messieurs, si vous voulez parler. Vous avez le droit. Je disais qu'entre nous, on n'est pas d'accord sur les prix. Oui, voilà, c'est ça. Entre eux, ils ne sont pas d'accord. Ça va être sympa. Très rapidement, je vous montre que... je reviens juste sur la partie prix. Évidemment, on se dit toujours qu'on veut externaliser parce qu'on veut faire des économies. Alors, ce n'est pas forcément le cas quand on externalise en France. Au bout du bout, oui, parce que si on regarde la big picture, on va forcément économiser de l'argent, mais ce n'est pas forcément la motivation première. Mais globalement, aujourd'hui, en tout cas, nous, ce qu'on voit chez Call of Success, quand on accompagne nos clients en appel d'offres ou à l'externalisation, c'est plus forcément le premier moteur, le prix. Aujourd'hui, principalement, les gens veulent externaliser parce qu'ils n'arrivent pas à recruter. On ne va pas se mentir. Le recrutement, le turnover, l'absentéisme, aujourd'hui, sur les entreprises françaises en France, sont très compliqués. Et donc, on se tourne vers l'externalisation, les BPO, qui ont eux aussi des problèmes de recrutement. On ne va pas se mentir non plus, sauf que c'est leur métier. C'est des machines de guerre en recrutement, ils font ça tout le temps, tous les jours, chose que nous on ne fait pas, ou en tout cas c'est pas forcément notre cœur de métier. Donc c'est pour ça qu'on va les chercher, et c'est vraiment un des premiers moteurs pour aller externaliser. Mais il n'y a pas que ça, on peut aller chercher de la croissance, de la productivité, de la flexibilité, vous voyez toute cette roue, c'est toutes ces choses-là pour lesquelles on veut externaliser aujourd'hui. Donc c'est pas qu'une question de coût, c'est important de l'avoir en tête. Juste, je rappelle également le parti pris qu'on a chez nous, c'est qu'on peut tout externaliser. Alors, il y en a qui vont faire « Ah, mais non, je veux garder des choses en externe. » Alors oui, vous pouvez, bien sûr, c'est pas on doit, c'est on peut. Parce qu'on y met les moyens en termes de formation, de suivi, d'accompagnement et de contrôle. Ça, c'est mon avis. Ça n'engage que moi. Et je pense qu'ils seront d'accord, mes camarades. Très rapidement, je vous disais prix, je ne vais pas donner des prix, mais globalement, on est en phase sur le fait qu'en France, c'est là où on va aller trouver des prix, nos prix à nous, qu'on connaît. Ensuite, on va s'éloigner un petit peu, ce qu'on appelle le nearshore chez nous, c'est plutôt l'Europe. Donc là, on va aller chercher du moins 20, moins 30% au niveau des prix par rapport au prix français. Ensuite, on va aller sur de l'offshore. Sur de l'offshore, on va distinguer l'offshore 1, 2 et 3, où initialement, on a l'offshore qui était le Maghreb, puisque c'est le Maroc qui a été un des premiers pionniers de l'externalisation sur la partie francophone. Ahmed nous en parlera tout à l'heure.
Aujourd'hui, certains parlent de nearshore quand ils parlent aussi du Maghreb. Voilà, je vous dis, ne vous étonnez pas. On remonte, on a tendance à remonter un petit peu certains pays dans l'Europe. C'est pas de l'Europe. On a la partie aussi subsaharienne qui s'est pas mal développée ces dernières années. C'est de cela dont on ne va pas forcément parler aujourd'hui. On en parlera peut-être l'année prochaine, vous reviendrez. Et l'offshore 3 ou le foreshore, qui sont les pays de l'océan Indien, principalement pour nous francophones, encore une fois. Donc la partie île Maurice et la partie de Madagascar. Là, on a Grégoire qui nous en parlera un petit peu plus, parce que c'est un petit peu son cœur de métier. Donc là, on est moins 30 sur le nearshore, moins 50, moins 60 sur l'offshore, et on peut aller jusqu'à du moins 70, voire du moins 80 pour certains sur la partie farshore, en termes de prix. Tout dépend d'où vous partez sur la France, évidemment. Des choses un petit peu généralistes, et après on va creuser, et je vais laisser la parole à mes camarades pour qu'ils vous donnent un petit peu plus de détails. Je vous apprends rien. On a la France culturellement identique, une langue française maternelle et des difficultés de recrutement et un turnover important. Ça, aujourd'hui, c'est sur la France. Pourquoi on va aujourd'hui sur la partie nearshore, si on va plutôt sur la partie Europe? Aujourd'hui, les clients qui viennent nous voir ou qui veulent aller là, c'est principalement on est sur du multilingue, parce qu'on a des gros bassins multilingues sur la partie offshore, nearshore, pardon, sur le Portugal et l'Espagne, mais pas que. On a aussi la Grèce, l'Italie, plein de pays comme ça qui émergent. Et puis évidemment, on est culturellement beaucoup plus proche qu'un malgache quand on va au Portugal. Sur l'offshore, on est évidemment culturellement plus éloigné, mais attention, on a une forte appétence commerciale et une forte appétence call center, en particulier sur le Maroc, encore une fois. De même que sur la partie farshore, où le Maurice, je ne sais pas, c'est quoi la différence entre Maroc et Maurice, c'est à peu près dans les mêmes années. On est beaucoup plus sympathiques. Tous les Mauriciens sont plus sympathiques. Et puis on dit aussi, et ça on verra sur les idées reçues, vous verrez qu'on a mis des tableaux et vous pourrez réagir sur les idées reçues qu'on a. On a des idées reçues qui est que les Malgaches sont très empathiques, sont très dans la culture client et sont moins vendeurs. Vrai, pas vrai, on en parlera. Je vais laisser la parole à David qui va nous parler un petit peu de ses expériences au Portugal et en Tunisie. Merci Célia. Alors, déjà merci pour l'invitation parce que pour le coup c'est super de pouvoir parler entre collègues aussi, puisque moi je parle de partenaires et je ne parle pas de prestataires. J'ai été aussi des deux côtés, donc j'ai aussi été dans des entreprises en BPO et j'ai eu aussi l'occasion de développer des sites sur place, mais j'ai aussi été du côté des RC et c'est ce que je fais aujourd'hui. Moi, il y a deux destinations sur lesquelles je me suis arrêté parce que là encore, tout dépendait de la culture dans laquelle l'entreprise je travaillais. Et j'ai commencé très tôt, c'était en 2012, à découvrir le Portugal. Donc là, on était plus dans le nearshore. Et le Portugal, ce qu'on trouvait très intéressant quand on est allé visiter le lieu, c'était à Porto. Et en fait, à Porto, il y avait une population déjà très jeune puisque, en fait, c'était souvent les enfants, voire les petits-enfants, de migrants qui étaient arrivés en Europe, italiens, espagnols, portugais. Je suis d'origine italienne, c'est pour ça que je peux en parler très librement. Et en fait, c'était génial parce que très clairement, il y avait déjà beaucoup de demandes pour travailler dans le domaine de la relation client. Et quand on a ouvert le site, sur place, il y avait une queue incroyable du nombre de personnes qui avaient déjà marqué le fait qu'il y avait énormément de demandes. Et surtout, ce qui caractérisait aussi les Portugais, c'est que des fois, ils cumulaient 2 emplois. Donc un courage et une envie de travailler et une appétence autour du client qui se ressentait énormément. Donc là, très clairement, on était sur une population très francophone et en même temps, on a testé aussi la partie multilingue, puisque aussi, il y a eu aussi beaucoup de populations portugaises qui a aussi été dans d'autres pays d'Europe. Et pour le coup, c'était assez facile, à des prix à l'époque assez intéressants, de déployer toute une activité autour du multilingue sur des sites qui étaient d'ailleurs en plein centre-ville, puisqu'en plus, à Porto à l'époque, il y avait des aides pour s'installer dans le centre-ville, donc un environnement pour les collaborateurs qui était vraiment top. Par la suite, je pense que vous connaissez bien l'évolution du Portugal, Lisbonne, Porto et plein d'autres. Le problème, à un moment donné, du turnover, beaucoup d'ouverture de sites. Et donc, très clairement, là, et on sait que moi, si je me mets du côté client, on investit beaucoup sur les conseillers, on investit beaucoup sur l'entreprise, parce que quand on parle de partenariat, moi, en tout cas, je l'estime à long terme. Et à partir du moment où on est sur du long terme, on crée une confiance, parce que c'est la vitrine de nos clients.
Et c'est un élément qui était crucial. Et donc forcément, quand vous avez beaucoup d'entreprises qui s'installent, qui font surenchérir, on va dire aussi quelque part les avantages, ça a eu aussi un impact sur les coûts, puisque forcément les coûts ont aussi évolué, ce qui était assez intéressant. D'ailleurs, je me souviens à une époque, quand on avait ouvert le plateau, il y avait un envoyé spécial qui avait été faire un petit tour sur place. Voilà. Ils sont toujours là, eux. Et ils sont toujours partout. Et voilà. La Tunisie, c'est un pays que j'ai eu dans différentes entreprises, parce que j'avais été aussi DRC pour OVH et j'avais été aussi prestataire. Et pour le coup, j'aimais bien, parce que c'était un pays très leader au départ. Leader, Maroc a pris aussi beaucoup plus d'importance. Mais leader aussi parce qu'il y avait une population francophone beaucoup plus importante qu'au Maroc, 52-46%, mais ça restait aussi... et puis l'État, à l'époque tunisien, avait mis beaucoup de moyens aussi pour développer vraiment la relation client à distance. Donc c'était une destination qui était aussi très favorisée. Je me souviens, on traversait la rue, comme disait un président en France, on traverse la rue, on changeait d'entreprise, et il y avait du recrutement pour tout le monde. Après, là aussi, ça c'est un petit peu compliqué. Et surtout, il y avait un événement important, c'est que j'y étais à cette époque-là. C'était la Révolution à l'époque. Et ça a vraiment chamboulé le modèle, ça a vraiment chamboulé, on va dire, la vision du pays. Et surtout que les entreprises sont frileuses par rapport à la géopolitique. Et pour le coup, la Tunisie n'a pas encore, je pense, aujourd'hui retrouvé en fait, ses appétences et sa reconnaissance qu'elle avait à l'époque. Je sens qu'Ahmed veut réagir à quelque chose. Oui, allô? Ouais, on t'entend. En fait, on peut simplement dire qu'il y a 52% effectivement en Tunisie de francophones versus 36. Ouais. Mais on est 40 millions, ils sont 8 millions. Ah, Oui, je sens que tu aimes les maths. Voilà. Ok. Tu as raison, Ahmed. C'est un poids de la population, mais en volume, bien sûr. Moi, je voudrais juste réagir 2 secondes sur la Tunisie, parce qu'en effet, alors, on a des idées reçues qui sont là. Hein. Marché de l'emploi en tension, turnover élevé sur la partie Portugal, on est d'accord. La révolution sur la Tunisie, ça a vraiment fait du mal au pays, hein, forcément. Moi, je me souviens à l'époque, c'était en quelle année pour ce... Tiens, j'ai un Zied qui doit être là-bas. En quelle année la révolution? 2010. 2010. Je me souviens qu'à l'époque, on est tous sortis, par la force des choses évidemment, mais surtout, on n'a jamais voulu y retourner. Pendant longtemps, on n'a pas voulu y retourner. Donc là, ça va beaucoup mieux. Et je sais que il y a un stand spécifique sur la Tunisie, là, je ne savais pas qu'il était, donc ça c'est cool. Pour ceux qui s'intéressent à la Tunisie, allez-y, parce que je pense que ça mérite de redorer un petit peu l'image. Et en effet, on a des choses très bien partout, hein. Je ne suis pas pro-Tunisie versus le reste. Mais c'est... Oui, c'est ça. D'ailleurs, c'est Sabi qui m'en a parlé. La Tunisie, elle pêche un petit peu parce qu'il s'est passé. C'est pas de leur faute. En tout cas, aux conseillers. Et il y a des belles choses à voir. Donc, pour ceux qui hésitent encore, allez voir le stand sur la Tunisie. Je pense que ça peut être intéressant. Est-ce que tu veux réagir, Grégoire, sur la Tunisie? Parce que je sais que tu travailles aussi avec la Tunisie. Oui, alors je connais assez mal parce qu'on travaille notamment avec des partenaires, essentiellement. Et donc, je découvre un peu la zone. Il y a des vrais talents en Tunisie, notamment sur la partie télévente. Il y a d'autres avantages, c'est qu'il n'y a pas de décalage horaire et c'est à 2 heures d'avion. Donc il y a une vraie proximité. Et quand on parle de RSE de plus en plus, je pense que... Oui, c'est vrai que c'est pas plus long d'aller à Tunis que d'aller à Porto ou Lisbonne. Exactement. De Paris, hein, bien sûr. Donc ce sont des vrais avantages. Après, en effet, sur certains appels d'offres, on voit que la Tunisie pêche un peu de son instabilité politique. Rapproche-toi. Pêche un peu de son instabilité politique. Du coup, ils sont parfois éliminés, la destination est parfois éliminée de gros appels d'offres pour ces raisons-là. D'accord. Ok, vous avez des questions sur ces 2 pays? Non? Vous irez ou pas? Est-ce que dans la salle, il y a des gens qui... Je sais que j'ai une personne qui externalise en Tunisie. Est-ce qu'il y a des personnes qui externalisent au Portugal ou en Tunisie dans la salle? Ouais, ça se passe bien? Super. Je sais que j'ai beaucoup de... Oui, Julie. On parle du multilingue sur le Portugal. Moi, j'ai entendu parler de multilingue en Tunisie aussi. Quelle langue on peut gérer de là-bas? Alors, je vais assez peu en multilingue en Tunisie personnellement, mais en effet, je sais que ça se développe beaucoup. Peut-être que Zied pourra répondre. Je sais que la Tunisie, tu trouves vachement facilement de l'italien, forcément. Zied, est-ce que tu veux répondre?
Ziad qui est patron d'Active Contact, qui est un site en Tunisie. Je fais participer tout le monde. Je vois que j'ai beaucoup de partenaires dans la salle. Merci Célia. Oui, alors en Tunisie, en fait, on a le français, 52% ou même plus de la population parle français. Après, en deuxième position, on a l'italien. Après, on est l'espagnol et l'anglais. Donc ça parle vraiment multilingue. On a pas mal de services clients multilingues. Et on fait du 24/7, 365. Et aussi, on a aussi une certaine expertise, parce qu'il y a beaucoup de services clients, beaucoup de support technique. Et aussi de l'ITO, back office. Voilà, merci de cette... J'allais te prendre le micro de toute façon. J'en doute pas une seconde. Donc espagnol, italien, anglais et français. D'ailleurs, je me permets un petit Vas-y. complément parce que tu parlais de la partie technique. C'est vrai qu'on en parle très peu et c'est bien dommage parce que j'avais, quand j'étais chez OVH, des équipes de développeuses à Tunis et qui faisaient un travail exceptionnel. Et tous les programmes, alors je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça comme ça, mais il y a prescription, mais c'était toutes les équipes en Tunisie qui développaient toutes les applications autour du cloud. Donc voilà, je tenais quand même à le dire aussi. Ouais, ils ne sont pas les seuls. Juste un dernier petit point sur le Portugal, parce que pourquoi historiquement, enfin pourquoi on a du multilingue beaucoup sur la partie, le bassin portugais, le bassin espagnol. Il y a très longtemps, et je crois que c'est eux qui ont été les pionniers, peut-être que j'ai du Fundever dans la salle pour me confirmer, mais je crois que c'est Téléperformance qui à l'époque a été un des premiers à ouvrir sur le bassin portugais. Et en fait, à Lisbonne. Et ce qu'ils ont fait, ils ont été très malins à l'époque. C'est pas naturellement qu'il y a des Néerlandais, des Allemands au Portugal. En fait, ils sont allés dans les pays, ils sont allés chercher les natifs dans les pays et ils les ont fait venir, ils les ont logés, nourris, blanchis, tout le temps où ils ont produit pour leurs clients. Et alors, il y en a beaucoup qui sont restés. Mais c'est comme ça que ça a marché et comme ça que ça a démarré le multilingue. Il faut le savoir. Petite anecdote. Ahmed. Alors, le Maroc. Bien, Alors, bien. j'aime bien ta phrase, le berceau de l'externalisation francophone. Effectivement, c'est au Maroc que ça a démarré. J'en témoigne puisque mon premier centre, c'est WebCAD. C'est WebCAD qui aujourd'hui est WebHelp, qu'on a démarré en 99. Donc ça a démarré très tôt sur des petites expériences, enfin de grosses expériences, Tiscali, Club Internet, c'est des marques qui n'existent plus aujourd'hui. Mais donc c'est vrai, on a développé pour le coup en 25 ans une vraie expertise métier. Donc vous allez avoir un bassin de middle management qui est très développé. Il y a 140 000 personnes qui travaillent pour l'offshore, ce qui fait que ça fait quand même une population très active. C'est 15% de croissance chaque année, parce qu'on dit que le Maroc s'est passé, mais ça continue quand même de générer 20 000 emplois nouveaux chaque année. Et ça continue maintenant avec d'autres bassins d'emploi, puisqu'on travaille beaucoup avec le Canada, les États-Unis, le Moyen-Orient et aussi l'Extrême-Orient. J'étais en Chine il n'y a pas très longtemps pour des gros e-commerçants chinois. Il n'y a pas très longtemps, c'était il y a 2 semaines, qui aujourd'hui emploient à peu près 3 ou 4 000 personnes au Maroc. Il y a des banques américaines qui ont choisi le Maroc parce qu'il est plutôt compliant, une vraie infrastructure. C'est le pays le plus stable d'Afrique, que ce soit... J'ai Grégoire derrière. C'est le plus stable d'Afrique. C'est ce que dit, on est numéro 1 sur l'attractivité dans le dernier benchmark, à 77 points. Donc le Maroc est vraiment très loin devant, c'est l'ancêtre sage. Après, on peut lui coller plein de choses, on peut lui dire accent prononcé, ça c'est relatif. En fait, ça c'est les idées reçues. Ouais, c'est et le ça, charme moi j'aime dessus bien. de... Ouais. C'est très relatif, vous allez avoir du C'est super... là-dessus j'aimerais bien que tu réagisses parce que nous, on voit nos clients arriver et ils nous disent, voilà, Célia, qui m'appelle par mon prénom. Le Maroc, c'est super. Tu disais tout à l'heure qu'il y avait... C'est des idées reçues, donc vrai ou faux, c'est autre chose. Mais voilà ce qu'on voit arriver chez nous. C'est, ils ont de l'accent, c'est plus cher qu'avant, il y a beaucoup plus de turnover, il y a beaucoup plus de concurrents, j'ai envie d'aller voir ailleurs. Donc on répond à plein de choses. Il y a un truc quand même, j'aimerais bien que tu réagisses sur ceux qui disent, et je suis absolument pas d'accord avec ce qu'ils disent, mais malheureusement, voilà, ça se dit, c'est... En fait, vous pâtissez un petit peu de tous ces... D'habitude, je le dis, où je suis très grossière, je ne vais pas le faire parce qu'il y a du monde. Vous pâtissez de tous ces gens qui font un peu n'importe quoi avec le sortant, de tous ceux qui vous dérangent tous les jours
à vous appeler les CPF, les trucs solaires, les machins, voilà, ceux qui font les choses pas dans les règles de l'art, et qui ont un accent. Est-ce que c'est un accent marocain ou un accent tunisien? Je suis pas sûre de savoir le reconnaître moi-même, et Moi aussi, je suis pas sûr de le reconnaître. voilà. Mais toujours est-il que comme le Maroc a été le berceau et qu'on parle beaucoup d'externalisation de Maroc, du coup, on fait un espèce d'amalgame. Et je voudrais que tu réagisses là-dessus. Si on juge en fait le Maroc sur uniquement l'appel sortant, comme tu l'as dit justement, on ne sait pas si ça vient du Maroc ou. Mais aujourd'hui, le Maroc cumule tous les gros BPO sont présents au Maroc, donc tous, TP, Concentrix, Foundever, tout le monde est présent. On a un tissu qui est bien formaté et on a gagné. Enfin, il y a suffisamment de prix qui témoignent qu'il n'y a plus cet accent. En fait, il n'y a plus ni l'accent, ni la méconnaissance. Il y a un accent marocain, comme normal. Oui, mais il est gommé. Aujourd'hui, on travaille avec le Québec, au Canada avec du québécois et les agents. L'accent marocain-québécois, ça doit être sympa, ça. Aujourd'hui, Thibaut réagit là, mais aujourd'hui, la plus grosse pizzeria du Canada travaille avec nous. Et on travaille avec elle en anglais et en français et en québécois. Aujourd'hui, le Maroc, c'est 10 langues. 10 langues, donc on travaille beaucoup en allemand. L'allemand est très développé parce qu'il y a eu un bassin de personnes qui sont parties effectivement, dont les parents sont partis, les enfants reviennent. Donc on a du natif germano. Ça, c'est très intéressant parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on relève pour le Maroc. Aujourd'hui, alors, pardon? Ça dépend des villes. Moi, je parle de Rabat. Rabat, c'est 35 000 personnes qui travaillent dans les BPO. On a l'anglais. Aujourd'hui, on a une jeunesse qui arrive, puisque l'État a décidé, il y a une quinzaine d'années, d'ouvrir l'esprit, d'ouvrir un peu plus et de ne pas laisser que le français. On a aussi beaucoup d'anglophones. Aujourd'hui, on travaille avec des banques américaines, on travaille avec des banques canadiennes. On arrive à déployer des plateaux de 400-500 personnes en anglais, qui est choisi en benchmarkant avec des pays comme les Philippines, comme l'Inde. Et on est qualitativement un cran au-dessus. Et donc, quand je vous dis on sert 10 langues, on sert vraiment 10 langues, de l'italien, de l'espagnol, du français, de l'anglais, de l'arabe, du néerlandais, de l'allemand. Ça fait, pour commencer en fait son offshoring, le Maroc est une belle destination. Après, effectivement, quand on devient un peu plus sophistiqué, on peut s'éloigner un peu. Et puis, pour peu que vous ayez une politique RSE, comme vous allez devoir venir au Maroc et visiter, on est les seuls qui sont à 2 heures avec nos amis tunisiens. Donc si vous êtes RSE, vous allez soit en Tunisie voir Zied, soit vous venez chez nous. Mais Ahmed, au-delà que la pizza est devenue universelle, mais moi je veux bien la découvrir chez toi, mais en tant que par exemple client, moi le Maroc, ce qui m'avait vraiment fait le choix d'aller au Maroc, dans d'autres expériences, c'est la qualité de la vente. Alors je ne veux pas faire que référence au côté où il y a des personnes qui vont un peu trop loin dans la démarche de la vente forcée, mais en tout cas les équipes au Maroc, mais même en Tunisie, souvent les opérations commerciales étaient faites là. Parce qu'aujourd'hui, et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'il faudra quand même revoir même dans le positionnement, parce que beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui essayent de réduire les coûts de leurs relations clients à travers le volume, donc réduction des volumes, c'est d'ailleurs toute l'ambiguïté entre des partenaires qui ont besoin de volume pour vivre et d'autres, et le client qui lui a besoin de les réduire parce que le bon vieux adage qui est de dire que la relation client c'est un centre de coûts, moi je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est vraiment de la création de valeur et c'est là où la force commerciale elle est importante parce qu'au-delà de bien accueillir, bien accompagner, d'avoir une customer life value importante du client, c'est aussi le développement commercial parce que moi, par exemple chez Oscaro, aujourd'hui le développement commercial des équipes, c'est quasiment 9% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Et on progresse quasiment de 2 points depuis 2 ans à peu près. Et on est en train de progressivement, là aussi dans le suivi personnalisé. Donc là, je pense qu'il y a aussi de vrais leviers qu'il faut remettre sur le devant parce qu'en ce moment, tout le monde a besoin de faire du commerce. Alors, effectivement, le Maroc, l'avantage, c'est que vous allez avoir de bons vendeurs. Mais également, alors, j'aime pas cette étiquette uniquement de vente. Au Maroc, avec 140 000 personnes, tu vas avoir des services clients très étendus. Tu peux avoir des plateaux de milliers de personnes disponibles. Les grands acteurs aujourd'hui sont présents pour ça. Mais on va avoir aussi une capacité à vendre et à développer de la vente assez poussée. On a des clients qui en témoignent, qui ont même râlé ces derniers temps parce qu'on a surperformé sur la vente.
Comme on Il l'a- râle parce que vous surperformez, dis donc. on y arrive. Il revient à Ça la leur vente. coûte trop Il cher. revient à la vente quand même. Hein. Voilà, je reviens à la vente. Mais globalement, on arrive à développer de la vente assez sophistiquée et assez pointue au Maroc, qui n'est pas de l'abattage. C'est-à-dire, passer le barrage ou le refus, tu vas arriver à développer avec une proximité commerciale de plus en une proximité Client. culturelle de plus en plus proche. C'est-à-dire que ça a tellement infusé dans la société marocaine qu'aujourd'hui, les gens viennent en connaissant les opérations, en sachant qu'ils veulent faire de la vente, du service client. C'est devenu natif dans certains bassins d'emploi. Merci Amel. Est-ce que vous avez des questions sur le Maroc? Oui. Ah, non, Julien, non. Est-ce que vous pouvez lui donner un micro? Ouais. Est-ce que vous considérez qu'au Maroc, vous pouvez avoir le même niveau sur du B2B qu'en France, ou peut-être au-dessus, ou alors il y a encore un écart? En vente notamment. Je vais laisser Ahmed et après moi je répondrai aussi vu de ma fenêtre. Alors là, je ne vais pas parler Maroc, je vais parler nous en tant qu'entreprise. On a 2 clients qui en témoignent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur de l'énergie en B2B, on vend, on sait vendre. C'est compliqué parce qu'on ne va pas prendre de l'agent lambda, ça prend du temps, il y a un peu plus d'accompagnement qu'en France. En France, vous allez prendre un agent, ça va prendre 1 semaine, 2 semaines, il va pouvoir être en ligne. Un agent chez nous, pour le former au B2B, lui faire connaître la connaissance du terrain, le former, ça va prendre 2 mois. Mais au bout de 2 mois, on va obtenir le même résultat. Donc ça se tient pour peu qu'on veuille investir. Aujourd'hui, il ne faut pas s'attendre, on n'a pas d'opération plug and play, on n'a pas de télécommande. Souvent, en fait, les clients arrivent en nous disant, écoutez, je veux 5 agents en B2B sur tel fichier. Mais on leur dit, on n'a pas de télécommande. Je pense que ce soit même à Maurice ou partout, on n'a pas de télécommande parce qu'on a une mise à niveau à faire. On est proche en termes de langue, mais on n'est pas proche en termes de culture et de terrain. Et ça se travaille avec une expertise de quelques années. On sait opérer. On a opéré sur du B2B en telco, pour être plus précis, sur des plateaux de 80 personnes pour un MVNO. Et on a fait de bons scores. Mais il a accepté d'investir avec nous du temps, que ce soit d'ailleurs en B2B ou en B2C. C'est juste cet accompagnement qui est le plus important. L'offshore demande un accompagnement plus important, demande d'être plus présent de la part du donneur d'ordre. Et ce donneur d'ordre va infuser en fait toute la culture d'entreprise. Je suis assez en phase avec ce que dit Ahmed. C'est une question de temps. Après, si tu veux du plug and play, tu es bien placé pour le savoir, Julien. Si vous avez les moyens de vous payer des gens en France pour du B2B, faites-le. Hein. Enfin, n'hésitez pas. Après, il y a des belles choses qui se font au Maroc sur le B2B et je profite de par terre pour faire participer les gens. Je voudrais que Julie puisse nous dire quelque chose. Julie qui travaille chez Partout et qui est une ancienne de chez WebHelp sur la division B2B. Pour moi, la question, c'est pas France ou Maroc sur la vente B2B, c'est Maroc ou nearshore. En l'occurrence, nous, on travaillait depuis Athènes, Barcelone et Malaga beaucoup. Et là où moi, je différenciais les propositions que je faisais, c'est pour moi, le Maroc était très fort sur la partie conquête, quand les autres pays en nearshore étaient plutôt forts sur le nurturing. Et donc, il approche aussi, la taille des clients a changé beaucoup. Sur du SMB et du mid-market, je serais allée au Maroc. Pour aller attraper du grand compte où il y avait cette notion de nurturing, même en conquête, aller faire du mapping de compte, de décisionnaire, je serais allée plus vers le nearshore. Je confirme par contre la France, si on peut se le permettre, rester en France, mais... Ouais, c'est une question de coût. Encore que le B2B aujourd'hui sur le nearshore, pas beaucoup moins cher que la France. Hein. Donc, Je rajouterais aussi une petite chose, on n'en a pas beaucoup parlé, mais les technologies, et on est sur un salon qui parle de cette technologie qui est l'IA. Aujourd'hui, moi, je suis en train d'expérimenter, parce que je suis sur un domaine technique, justement. J'ai une partie B2B, donc je suis en fait B2B2C, hein, clairement. Et là, on voit aussi que, parce que chez Oscaro, c'est 160 millions de combinaisons par rapport à 30 000 pièces en moyenne par voiture. Donc vous imaginez les marques, etc. Est-ce que le conseiller, lui, doit être en capacité de pouvoir justement répondre? Et là, je pense que peut-être que la technologie va faire bouger un peu les frontières par rapport à ce qui est établi aujourd'hui. Voilà. non, tu veux parler du Maroc, Grégoire? Ah non, je connais rien. Non, et puis ça, il reste une proximité. Il faut voir le Maroc ou la Tunisie dans une moindre mesure, sont des pays qui restent très proches. C'est-à-dire on est très connectés.
Donc cette proximité, on va la retrouver au Maroc. Vous allez trouver des agents aujourd'hui qui ont la même culture de la pièce automobile, qui ont la même culture, qui ont les mêmes passions, parce qu'on regarde tous la VOIP, enfin la TV sur IP, piratée. Donc on se lève tous avec LCI, on regarde RMC mécanique. Voilà. Fais gaffe, on enregistre. Oui, mais je sais, mais c'est la réalité du marché. Donc on va le dire, tout le monde regarde ça, et donc vous allez avoir une frange de la population qui est là-dedans. Il faut bien retenir qu'aujourd'hui le Maroc est multilingue, et la croissance en fait s'est faite ces dernières années sur des pays comme les États-Unis, le Canada, la Belgique, la Chine. Voilà. Merci Ahmed. Vous aurez compris qu'Ahmed aime le Maroc. On va s'éloigner un petit peu et on va laisser Grégoire nous parler de la France, Madagascar et Maurice. C'est là où il est site d'EuroCRM, avec beaucoup d'idées reçues aussi, encore une fois, sur ces 3 pays. Bon, la France, on va l'évoquer assez rapidement. Avance tout. Ce qui est important en France, en tout cas, nous, la manière dont on adresse ces sujets, en effet, 80% de nos activités sont du B2B. On travaille énormément, en effet, au-delà, donc sur de la conquête. La problématique, elle n'est pas tellement est-ce qu'on a des bons vendeurs, mais est-ce qu'on a un client qui décroche. Et sur le B2B, on a des vraies problématiques. Donc, on utilise la France vraiment comme un laboratoire, que ce soit sur de la vente ou du service client. On accompagne beaucoup nos clients dans leur première étape d'externalisation, donc vraiment un amorçage. Les gens qui ont besoin de proximité parce qu'ils ne connaissent pas encore vraiment l'externalisation, et donc ils ont besoin d'éprouver un peu le modèle avant d'éventuellement passer à l'offshore. Il y a évidemment dans les forces, c'est qu'il y a une vraie expérience et une vraie expertise, que ce soit en vente, en service client, essentiellement sur des dispositifs à taille humaine qu'on va retrouver plutôt en France. L'absentéisme, en effet, le turnover devient beaucoup plus élevé qu'auparavant. Ça, vous devez le retrouver aussi chez vous. Donc ça qui est un vrai frein, parce que quand on connaît en effet les coûts qui ne font qu'exploser, on peut arriver au bout d'un modèle. Justement, par rapport à la France, moi j'ai un petit rêve perso, c'est un jour de remettre des activités en France. Et du coup, dans mon calcul, je m'étais dit, je parlais tout à l'heure de fait de baisser les volumes avec l'IA qui devrait permettre de baisser les contacts à non-valeur ajoutée. Mais il y a peut-être aussi un nouveau modèle économique et pas toujours parler que de coût à l'acte ou coût à l'heure. C'est aussi de se dire, bien sûr, j'ai un coût au départ à l'acte ou à l'heure, mais sur le fond, comme j'ai fortement réduit aussi mes coûts, mon coût de l'ARC par rapport à la commande va baisser, d'une commande. Par contre, je développe de la fidélisation, savoir mesurer la satisfaction client et l'impact à terme. Et du coup, ce que gagne l'entreprise, peut-être de le revaloriser dans le sens où ça peut être copartagé. Et donc, dans ces cas-là, on coupe le prix et on se dit qu'en même temps, dans ce prix, il y a un coût de valeur co-créé ensemble pour générer du chiffre. Il y a pas mal de modèles maintenant qui se développent comme ça. C'est une idée comme ça. Du coup au parc. C'est ça. Oui, avec une revalorisation, de très forts incentives pour les agents. Je crois que jamais aucun client n'a réussi à mettre en place ce truc-là avec un partenaire. Mais si tu veux être le premier, David. On n'était pas loin avec entre Connecta et Okaidi quand j'y étais. On l'a développé. Je sais qu'après le modèle était en cours de discussion, mais je ne désespère pas de mon partenaire actuel d'y aller. Ouais, absolument. Parce que nous, généralement, dès qu'on gagne notre vie, le modèle est revu. C'est un truc assez, malheureusement, assez classique dans ce métier. Même avant, oui. Ensuite, là où je trouve, je vais nuancer, parce qu'aujourd'hui, on met en perspective plusieurs destinations. Je pense qu'aujourd'hui, la qualité, elle doit être délivrée. Ouais, justement, qualité meilleure qu'ailleurs, est-ce que... Voilà, c'est pas forcément vrai. Okay. Quand on parle aussi de Farshore et de différences culturelles, si on prend Madagascar, qui est une ancienne colonie, la culture francophone est très très forte. L'écrit, notamment, est bien meilleur que mes agents en France. Donc et un niveau le bassin d'emploi est énorme. Bien plus gros que sur le Maurice. Bien plus gros que celui de Maurice. Il y a des ressources très qualifiées. Donc des gens qui ont tous Bac+4, Bac+5, bien formés. C'est évidemment la destination la plus économique. Donc aujourd'hui, vous allez payer entre 7 et 8 euros l'heure loguée. Ça ne dit pas ça s'il y en a qui payent 10 balles de l'heure Madaï. Ouais. Déjà, quand il m'a dit ça, moi, je me faisais avoir de 20%. Donc il va falloir que je revoie le sujet. Ouais, parce que je cherche des clients, quand même. Donc c'est 3 fois moins cher qu'Ahmed. Voilà.
Et voilà. Alors, on va parler de culture commerciale. C'est vrai que, alors, on adore dire qu'on ne sait vendre qu'au Maroc, qui est le pays le plus stable, évidemment, d'Afrique. Bien sûr, bien sûr. C'est vrai qu'à Madagascar, personne n'aura des gros plateaux de vente de 300, 400 conseillers. Je suis tenté que ça existe encore dans quelques années. Mais est-ce que en fait, ça c'est un vrai truc. Je voudrais juste qu'on s'attarde dessus 2 minutes parce que la culture commerciale à Madagascar, c'est vraiment un sujet. Nous, on a beaucoup de clients qui veulent évidemment payer, comme tu le dis, beaucoup moins cher pour faire de la vente. On a quand même un peu de réticence à les envoyer à Madagascar sur de la vente pure. Sur des petits volumes, j'imagine que oui, on peut en trouver partout. Sur des gros volumes, non. C'est quoi qui fait ça? C'est la culture intrinsèque malgache qui fait que... Je crois pas. Je crois que c'était le même problème à Maurice. On nous a toujours dit au départ, il y a 20 ans, il n'y a pas de vendeurs. Je crois que c'est la formation. Le problème de Madagascar, il ne faut pas se leurrer, c'est que à cause de nos chers donneurs d'ordre, Madagascar est devenu the place to be. Et donc ça s'est énormément développé. Et on a juste oublié un truc, c'est que le management intermédiaire est assez faible. Donc on a des agents qui sont aujourd'hui de très bon niveau, mais un management qui est aujourd'hui pas du tout, enfin pas assez haut niveau, ce qui fait que la vente c'est de la rigueur, c'est de la formation, c'est du processus, et que c'est là où ça pêche un peu. Ok, intéressant. Ouais, Julie. J'ai une question sur Madagascar, c'est sur les infrastructures techniques et la connectivité. Nous, aujourd'hui, on travaille avec Euphonie qui est en full télétravail et on a des coupures tout le temps. Donc Madagascar, entre le sur-site et le télétravail, les infras même sur-site, est-ce qu'elles sont suffisamment solides pour gérer pas que de l'email mais de l'appel aussi? Alors, sur site, oui. Moi, du télétravail, j'en ferai jamais à Madagascar. Pour la simple et bonne raison que c'est un bassin où la population est jeune, souvent dans des habitations qui ne permettent pas un télétravail serein. Et ça nécessite quand même... Madagascar, c'était que du BPO assez simple, du back-office dont tout le monde se foutait, très clairement, pour les gros e-commerçants. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'activités de front-office, donc ça nécessite un cadre. Donc en effet, l'instabilité d'Internet chez les particuliers, c'est un vrai sujet. Tout le monde après, et je pense qu'il y a des gens qui sont aussi à Madagascar ici, on est tous au même endroit, hein, donc ça c'est aussi un autre sujet, mais donc tout est en effet redondé, on n'a aucun problème ni de latence. Donc là-dessus, il y a eu de gros investissements de la part du gouvernement malgache. Oui, clairement, c'est pas ce qu'on... Enfin, les clients qui sont à Mada chez nous, Julie, j'ai jamais eu de retour sur la partie infra, sous réserve qu'ils soient chez un BPO bien placé, etc. J'ai moi non plus jamais vécu de télétravail sur Mada. Non, pareil, même expérience chez Okaidi, aucune problématique. Et là, chez Oscaro, pareil. T'es où chez Oscaro? Toi, t'es à Mada? Mada, absolument. Ouais. Chez moi, bientôt d'ailleurs. C'est sûr qu'avec 20% de moins, mais comme il faut de la négo, si c'est même 30, c'est bien. Non, mais sinon, je ne respecterai pas mon sujet qui n'est pas que le prix. Et par contre, après, c'est sûr, politiquement, c'est assez instable. La sécurité, c'est un peu le gros sujet. Quand même un peu, c'est un pays un peu dangereux. C'est, je crois, le 3e pays le plus pauvre au monde. Donc, pour une fois qu'on est sur le podium. Donc, en effet, c'est un vrai sujet. Maurice, pays le plus stable d'Afrique. D'après, c'est le continent africain. T'es raciste, toi? C'est fou. Voilà. Donc, oui, je demandais tout à l'heure, mais j'ai dû manger la réponse. Maurice, Maroc, c'est à peu près dans les mêmes années qu'on est allé externaliser là-bas. Ouais. Mais donc là, on a du management expérimenté au Maurice. Il y a beaucoup de similitudes avec le Maroc. Oui. Et puis on est un peu moins menteur. Mais ils se connaissent bien, je vous rassure. Ouais. Non, donc Maurice, en effet, c'est un tout petit bassin d'emploi parce qu'on parle d'un pays d'1 200 000 habitants, d'une population active de 400 000 personnes à peu près. Pour autant, c'est une vraie culture du service. On parle d'empathie, mais là, c'est vraiment la plupart de nos agents. Donc nous, on en a à peu près 1200 à l'île Maurice. La plupart de nos agents viennent du secteur du luxe ou de l'hôtellerie. Donc il y a une vraie formation au métier de leur relation en contact, hein, que ça soit avec... et une vraie
culture évidemment francophone et un bilinguisme naturel. Le luxe, parce que le tourisme. Oui. Ils ont tous travaillé dans le tourisme de luxe. Donc ils sont plutôt en effet bien formés. Il y a un management très très expérimenté. D'ailleurs, nous, on envoie notre management à Madagascar pour pouvoir en effet jouer sur les 2 bassins d'emploi. Donc il y a beaucoup de complémentarité. On est à 1h30 d'avion. C'est une destination assez reconnue. Il y a beaucoup notamment de BPO financiers qui sont présents. Il y avait AXA, Allianz, donc des gros comptes qui externalisent encore là-bas. Ensuite, les difficultés, c'est en effet, le tarif est moins compétitif, donc on se rapproche des prix. Ça a changé quand même, parce qu'il y a quelques années, Maurice était un des plus attractifs au niveau. Ouais. Et par rapport à la Tunisie, on en parlait tout à l'heure, aujourd'hui, la Tunisie est moins chère que Maurice. Ou en tout cas, pas plus cher. Ça se situe à peu près au même niveau que la Tunisie. La difficulté, avec 12 heures d'avion. Avec 12 heures d'avion, mais des belles plages. Et on fait plein de miles. C'est pas bon pour le RSE, mais par contre, la difficulté en effet des tarifs, c'est qu'il y a des chers politiques qui font des augmentations de salaire assez régulières. Et du coup, là, avec l'inflation, il y a eu 30% d'augmentation. Donc c'est un petit peu plus la difficulté. On va se retrouver, si on doit parler des prix, aux alentours de 12 euros de l'heure loguée. On a, si on parle de multilingue, pour le coup, français-anglais, c'est natif, c'est bilingue. Et par contre, les autres langues, c'est trop compliqué. Le bassin d'emploi est trop restreint pour pouvoir opérer sur les autres langues. On va retrouver à Madagascar, par contre, on peut faire un peu de multilingue, pas en masse. Alors beaucoup me disent qu'on peut avoir 200 Allemands. Ils ne sont pas tout à fait allemands, en tout cas. Mais on peut avoir des équipes de 10-15 personnes au-delà par langue. Au-delà, ça me paraît compliqué. Grégoire, à force d'être un expert, d'être le nez sur le sujet, il faut quand même dire que les Mauriciens, ils ont une résilience à l'agressivité client qui est exceptionnelle, quoi. Oui, alors on est qu'on voit nulle part ailleurs, vraiment. Ouais. Mais d'ailleurs, on est souvent benchmarké parce qu'on fait, nous, pas mal de ventes à l'île Maurice avec le Maroc. Si on parle d'argumentation, c'est-à-dire que le Maroc va être meilleur en vente nette, par contre le churn sera 2 fois moins élevé. Donc quand on parle de vente activée... Pardon ? Un service de SAV, il faut le mettre à Maurice. Oui, c'est un client qui gueule, ils sont capables de le gérer de façon exceptionnelle. Après, il y a un point quand même, c'est que la saison hôtelière, tu la sens bien dans ton turnover quand même. De moins en moins là-dessus. Pourquoi ? Parce que l'hôtellerie paye très mal. Donc il y avait en effet il y a quelques années ce sujet-là, mais aujourd'hui, et c'est le problème aussi de Maurice, mais l'hôtellerie fait appel beaucoup à des émigrés. Alors il y a beaucoup de gens qui viennent du Kenya, de l'Inde et autres, et qui embauchent pour la saison. L'Asie aussi, non ? L'Asie aussi, ouais. Alors tu vas me détester, mais on vient à peine de se connaître, mais tu vas déjà me détester, parce que pour le coup, je trouve la population par exemple de Madagascar hyper gentil, super sympa, avec les clients, beaucoup d'écoute, beaucoup d'empathie. Et mes gestes co ont explosé. Donc, il y a un moment donné, il faut trouver le bon compromis quand même, en se disant, parce que même le client est au-delà de mon humour sur le sujet, mais c'est une réalité. C'est concrètement, c'est là aussi quand même, le client, il faut l'éduquer aussi un petit peu. Et tout n'est pas dû. Et donc, pour le coup, il faut essayer de trouver justement cette bonne approche, parce que là, pour le coup, ils ont beaucoup de qualités en termes d'empathie, d'écoute. Vous parliez justement du fait d'être résilient, et voilà. Mais après, justement, de pouvoir se dire, il ne faut pas que ce soit non plus à chaque fois par des gestes co ou par d'autres actions, parce qu'en plus, j'arrive rarement à le valoriser après. Oui, tu as raison, mais on oublie quand même Madagascar, encore une fois, sur les activités de front office, c'est assez naissant. Donc il y a beaucoup de choses à construire. L'avantage, c'est que ce sont des gens talentueux, mais qu'il faut très fortement encadrer. Il faut encadrer en interne chez vous et en interne chez vous, en termes de pilotage. Merci beaucoup, messieurs. Je fais timekeeper, il nous reste quelques... Madagascar, en termes de bassins, aujourd'hui, on est sur des grands bassins ou c'est une population de combien ? On a 25 millions d'habitants. Enfin, je ne suis pas sûr qu'ils aient compté. Donc, on reste à Madagascar quand même. C'est énorme le bassin. Et c'est un bassin énorme, alors très concentré quand même sur Tana, pour des raisons de sécurité et d'infrastructures techniques.
tous les BPO sont au même endroit, pour le coup. Donc ça crée en effet, demain sans doute un peu de turnover et une inflation des salaires du fait de la concurrence qui arrive de plus en plus. Oh là là, mais dépêche-toi, tu as 10 secondes. 10 secondes. Alors, le Maroc, en fait, c'est copié, mais C'est pour jamais me parler égalé. du Maroc, c'est pas la peine. Voilà. Merci beaucoup, messieurs, comme vous l'avez constaté. Je vais passer très rapidement. Pour choisir les pays, vous avez les spécialisations. Donc, que font les BPO chez lesquels vous êtes et dans les pays sur lesquels vous êtes. L'éloignement géographique avec vos bureaux, il y en a, c'est très important, d'autres un petit peu moins. Le décalage horaire, ça peut jouer. Il y en a qui vont aller exprès loin parce que la nuit, chez eux, c'est le jour ailleurs. Donc ça peut jouer. Je parle de DT qui est là aussi. Ils couvrent 24 sur 24 dans tout le monde entier. Et ils travaillent que de jour pour le coup. Vous avez aussi les langues, évidemment. On parlait de multilingue, donc tout dépend des langues que vous voulez adresser. La situation économique et politique, on en a parlé également. Les technologies et les outils. Merci Julie pour la question. Et bien sûr, évidemment, tarifs et business model. C'était pas le but, mais évidemment ça joue. On a fait un livre, j'y tiens beaucoup, on a beaucoup travaillé dessus, on a 78 pages qui sont été dédiées à l'externalisation. Venez nous voir sur le stand, on vous en offrira un avec plaisir. On a beaucoup travaillé là-dessus, F59. Merci beaucoup messieurs d'avoir participé. Merci à tous et à très bientôt sur le stand.